Souvenez-vous des bâtisseurs. J'ai toujours été fasciné par l'expression du génie humain. Et l'exploit que représente la conception et la construction de Notre-Dame m'est apparu comme un magnifique sujet de documentaire. Et la lecture du remarquable roman historique de Ken Follett, Les Piliers de la Terre, doit y être pour quelque chose aussi. Finalement, c'est une cathédrale qui est relativement peu étudiée, dont l'histoire est peu connue par le grand public et qui est pourtant très longue et extrêmement riche. Et dès nos premiers échanges avec le réalisateur Emmanuel et France Télévisions, on a senti la force qu'un tel sujet pouvait porter. Pour moi, l'origine du projet, c'est Fabrice Coat et Michel Spavone qui viennent me proposer de faire un film, un docu-fiction sur l'histoire de Notre-Dame de Paris. Ce que je leur ai proposé, c'est que cette histoire-là, on la limite pas au Moyen-Âge. L'histoire de Notre-Dame, on la raconte jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'intervention de Viollet-le-Duc. D'une part parce que, en fait, le bâtiment qu'on connaît bien, on le doit énormément à Viollet-le-Duc. D'autre part parce que Viollet-le-Duc a énormément contribué à façonner la vision qu'on a du Moyen-Âge. Pour moi, elle a toujours fait partie un peu de mon panorama, de ma culture, mais en vérité, je ne savais pas grand-chose. Et c'est très intéressant. C'était un grand chantier artistique, esthétique, technologique. C'est un roman épique, hein. C'est un grand film d'aventure, c'est un grand personnage. Ce qui est marrant avec Notre-Dame, c'est que c'est pas vraiment un monument comme les autres. Déjà, on ne dit pas Notre-Dame de Paris, on dit juste Notre-Dame. Pour beaucoup de gens, c'est presque un personnage. Et je pense que c'est comme ça qu'est venue l'idée de lui donner la parole et d'imaginer que c'est elle qui raconte son histoire. À l'heure où mon avenir est entre vos mains, 1000 souvenirs me reviennent. Ce film, c'est vraiment une cathédrale de pixels. Et nos bâtisseurs d'animation, ça a été Solidanime qui s'est occupé de la fabrication de tous les éléments 3D qui sont utilisés dans le film. Ce qui est difficile sur ce projet, mais c'est le cas un peu sur tous les projets en 3D, c'est qu'en fait on va faire le film 10 fois. On va d'abord être en 2D, on va travailler avec des gens qui ont un talent de dessinateur, des storyboarders, et qui vont pouvoir en fait entendre la volonté artistique du réalisateur et la dessiner, la mettre sur papier. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une prévisualisation 3D, avec des personnages très simples, des décors très simples, c'est un peu comme un brouillon. On n'a pas encore l'animation, mais par contre, on essaie de s'approcher au maximum de ce qu'on voudra à la fin. Grâce à l'animation, je peux montrer la cathédrale à 10 étapes de construction différentes. Je peux reconstituer Paris au Moyen-Âge, au moment de la Révolution française. Je ne vois pas comment on aurait pu raconter cette histoire autrement qu'en animation. Fabriquer un film de 90 minutes dont l'essentiel du film est en animation 3D, ça veut dire que chaque ingrédient, chaque décor, chaque personnage, chaque objet, chaque accessoire doit être fabriqué. On part d'une feuille blanche. À vrai dire, enfin, pas vraiment une feuille blanche, en fait. On part du savoir et de la connaissance des historiens qui participent au projet. Le travail avec les historiens commence dès l'étape du scénario. Ils pointent les choses qui leur semblent incohérentes ou inexactes. Ensuite, on retravaille avec eux au moment où il faut fabriquer l'animation et où là, quand on part du texte, c'est des milliers de questions. Quelle était la forme du ciseau, quelle était la forme du marteau, de la gradine, à quoi ressemblaient les blocs de pierre, à quoi ressemblait la loge sous laquelle les tailleurs de pierre travaillent. Il faut qu'on trouve une référence, on la fasse valider par l'historien, et c'est seulement à ce moment-là que le studio de fabrication peut créer l'élément en 3D. Il y a tout un travail de recherche qui était nécessaire pour chaque séquence et vraiment pour chaque plan. En animation, l'espace de création autorise la reconstruction d'un univers visuel complet. C'est un moyen formidable pour raconter l'histoire à un public jeune qui n'a pas forcément un goût immodéré pour le genre documentaire, le tout bien sûr en respectant à 100% les travaux des historiens. En revanche, de romancer un peu l'histoire, c'est pas mal aussi. Et il est temps que tu partes, Étienne. Pourquoi? C'est comme ça que les choses se font. Je dois rester, il faut.
Tu es doué, Étienne. Remettre ça à une dimension humaine, quoi, de mettre aussi au pied de Notre-Dame la main-d'œuvre, le travail et le cœur qui a été mis dans cette œuvre. De tout le chantier médiéval qui a duré 100 ans, en gros, on connaît 3 noms. En réalité, cette histoire de Notre-Dame, c'est une histoire de bâtisseur anonyme. Le personnage d'Étienne, par exemple, qui est un petit vagabond qui va devenir maître d'œuvre, c'est un personnage qui est inventé, mais il est inventé à partir de ce qu'on savait et de ce qu'on sait des métiers des cathédrales. Toi, le pierreux. Forcément, ça nous ramène à ce qu'on est nous et d'où on vient. Donc, moi, j'aime bien ça, évidemment, parce que du coup, je m'identifie dans des personnages. Ça rend l'histoire plus personnelle, on va dire. Je m'attache toujours à éviter la transmission de la connaissance de façon trop aride ou encyclopédique. On peut être précis d'un point de vue historique et en même temps raconter une histoire où l'humain a sa place. Ce qui est important pour l'animation dans le film, c'est que quelque part le spectateur finisse par l'oublier. Et la motion capture, elle a ce truc assez génial, c'est qu'elle permet de restituer des mouvements réels de comédiens. Nous, ce qu'on a mis en œuvre sur le projet, c'est ce qui s'appelle de la motion capture optique. Donc il y a des caméras et il y a des marqueurs qui sont disposés sur les corps des comédiens. Ces marqueurs vont réfléchir les informations de mouvement du comédien qu'on va pouvoir traduire et interpréter sur les personnages en images de synthèse. Et action. Ça ne tiendra jamais. Dois-je comprendre que vous non plus, vous ne relèverez pas ce défi? Je regrette, monseigneur. Eh bien, je trouverai un maître d'œuvre un peu moins timoré. La motion capture, elle oblige à un gros effort d'imagination. Je pense par exemple à la séquence qu'on a tournée, Le cauchemar de Viollet-le-Duc, qui est censé se passer de nuit dans une ambiance d'orage. On a tourné sous les spots d'un hangar avec des personnages qui tournent autour d'une statue qui n'a rien à voir avec les statues de Notre-Dame et tiennent dans la main des fausses lampes de poche. Comme si on faisait une répétition, sauf que c'est pas une répétition, c'est vraiment le tournage et que voilà, faut être précis. Coupé. C'est une animation qui est très riche, qui est très réaliste, mais qui demande en fait, pour être juste, d'être fait dans des conditions assez proches de ce qu'on aura à l'image plus tard. Fabrique en gros les éléments principaux du décor, c'est-à-dire les éléments avec lesquels les comédiens ont une interaction. Par exemple une tablette, par exemple une table. Dès qu'il y a une interaction, finalement, on doit fabriquer physiquement l'objet. Pas besoin des décorations, il n'y a pas besoin de tout ça, mais il y a besoin des dimensions, de l'encombrement et du poids. Ce qu'on fait à Solidanime, c'est aussi ce qui s'appelle de la performance capture. Donc la performance capture, on ajoute en même temps que la captation du corps, la captation du visage. On leur met un casque avec une caméra qui va filmer constamment le visage et collecter toutes les informations et toutes les expressions des comédiens. C'est comme si les comédiens animaient des masques. La tête du personnage n'est pas la tête du comédien, mais en revanche, c'est eux qui le font bouger avec leurs expressions. Va-t'en, Étienne. Va-t'en. On a eu la chance d'avoir vraiment une équipe de comédiens formidable. Féodor Atkin qui a été extraordinaire. D'autant plus que c'est un comédien qui a une formation de mime et que ça se prête complètement au jeu qu'on cherche dans la motion capture. À la fin de cette étape-là, on a une animation qui est quasiment finie à 95%. On a le visage, on a le corps. On va pouvoir aller sur la construction, on va dire, du rendu et de l'image finale. Dès le début, on a travaillé avec Circus sur un rendu visuel qui donne vraiment une patte au film. Circus a eu la charge de définir tout l'aspect graphique du film, l'esthétique du film.
On reçoit des scènes animées, et à partir de ces éléments bruts, nous, on va mettre les personnages en texture, en matière et en lumière pour obtenir des images proches de nos color scripts de référence. D'une certaine façon, on fait le même travail qu'un chef opérateur, quoi. On essaie de définir la qualité de la lumière, comment elle est diffusée, vraiment affiner chaque partie de l'image pour avoir un plan final. Quand on fait le choix de l'animation, il y a deux univers possibles. L'ultra-réalisme du jeu vidéo et quelque chose de très cartoon, de très Pixar. Nous, on fait le choix de quelque chose qui est un petit peu entre les deux pour donner au spectateur suffisamment d'éléments pour s'immerger dans un univers précis, documenté, mais également qui laisse suffisamment de place à l'imaginaire. On voulait un aspect pictural au film. Et ça, c'est une volonté qu'on avait depuis le début avec Emmanuel, de vraiment partir sur des illustrations quasiment, sur tous les plans du film. C'est pour ça qu'on a beaucoup introduit le matte painting dans le film. C'est tout simplement des décors qu'on peint. C'est quasiment une illustration. On a un pinceau et puis on peint l'image. Il n'y a pas eu d'obstacle particulier. Par contre, il y a des scènes, on avait vraiment envie de monter le niveau, même par rapport à ce qui était initialement prévu. Il y a une scène en particulier qui est le tout début du film, qu'on peut appeler le rêve de Maurice. Avec Johan, on s'est dit qu'on avait vraiment envie de rajouter une couche supplémentaire, surtout en effets spéciaux. Il a fallu remodéliser toute la cathédrale de cette zone-là. C'est vraiment une chorégraphie, c'est hyper réglé. C'est ça qui donne la force et la puissance à cette séquence-là. Car en 1844, la toute nouvelle commission des monuments historiques ordonne une grande restauration de la cathédrale de Paris. Nous, celle-là, elle est vraiment super. All right. Vous l'avez enregistrée ? Le choix de Sophie Marceau s'est imposé assez vite. C'est que parmi les grandes actrices françaises, elle est à la fois une star et en même temps quelqu'un d'une simplicité et d'un naturel dingue, quoi. C'est un challenge de dire « Bonjour, je suis Notre-Dame ». Sophie Marceau a relevé ce défi de façon exceptionnelle. Car c'est moi que Napoléon avait choisi pour célébrer la cérémonie qui a fait de lui l'empereur des Français. Quand elle dit « moi, la vieille reine des cathédrales », elle ne peut pas s'empêcher de sourire. Elle incarne, j'ai l'impression, en dehors de ses talents de comédienne, elle incarnait le personnage. Surgie de son imagination, mes 54 chimères sont les sœurs de Quasimodo, grotesques et merveilleuses. Elle est pas mal, celle-là. Moi, j'ai adoré travailler avec Emmanuel. Ça s'est très bien répondu tout de suite. Il les avait mâchées, remâchées tellement de fois, ces phrases, qu'il savait exactement la musique qu'il voulait leur donner. Et il a été très précis dans sa direction. Donc, que du bonheur. Quand le 15 avril, j'ai appris par texto qu'il y avait de la fumée qui sortait du toit de Notre-Dame, j'étais en train de monter le film. Après tout ce qu'on avait vécu pendant ces années, à aller presque tous les mois tourner des images, finalement on la connaissait sous toutes les coutures, cette cathédrale, on s'était attaché à elle, on s'était attaché aux gens qui y travaillent. Et vraiment, oui, c'était vraiment un coup très dur. L'incendie a eu un impact parce qu'il a changé la perception qu'on avait du film. Notre-Dame, en fait, elle ne pouvait plus parler pareil. Notre-Dame, jusque-là, c'était le vaisseau lancé à travers la tempête des siècles qui était arrivé sain et sauf jusqu'à nous. Après l'incendie, c'était plus pareil. Notre-Dame, c'était une survivante. Ça change surtout le statut de beaucoup d'images qui sont dans le film. On a eu la chance, en 3 ans, de faire des prises de vue à des endroits qui n'étaient pas ouverts au public, d'aller dans cette forêt sublime, cette charpente de chênes. Et ces images témoignent d'une réalité aujourd'hui qui n'existe plus. Et c'est aussi une valeur patrimoniale pour le film. C'est une façon de donner aux spectateurs un témoignage et un hommage peut-être presque à ce qu'elle a été et ce qu'elle sera à nouveau. Transmettre la connaissance, c'est une des grandes valeurs du genre documentaire. Et lui donner une dimension récréative, c'est le mettre pour moi en majesté.